On va commencer et puis on accueillera sans doute des gens un peu en retard, mais c'est pas grave, on a enlevé la cloche qui fait du bruit, donc il n'y aura au moins pas ce bruit-là. Merci d'être venu ce soir pour rencontrer Corinne Morel-Darleux, que je remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Voilà. En 2 mots pour la présenter, mais tu pourras peut-être compléter si tu le sens nécessaire. Donc nous la recevons aujourd'hui pour ce titre magnifique qui est donc « Alors nous irons trouver la beauté ailleurs ». En sous-titre, c'est « Gymnastique des confins ». Ce petit texte est publié aux éditions Libertalia et il fait écho à un précédent titre qui était paru il y a 2 ans ou un peu plus. 4, voilà. Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce, sous-titré « Réflexion sur l'effondrement ». Donc, moi j'adore ces titres déjà, ils sont magnifiques. Ils sont extrêmement évocateurs et poétiques. Donc, Corinne est essayiste et romancière. Pour jeunes et adultes, les romans d'ailleurs. Alors, il en existe un pour adultes qui est sorti il n'y a pas très longtemps qui s'appelle La Sauvagière, mais qui n'est plus disponible déjà. Et on en a 2 ici qui sont plus pour les jeunes, Là où le feu est l'ours et Le gang des chevreuils rusés. Quand même, t'es bonne pour les titres. En outre, elle est également engagée en politique et notamment dans tout ce qui est militance écologique. Tu as même été élue, oui. Je crois. Oui, j'ai été élue pendant 2 mandats conseillère régionale en Rhône-Alpes puis Auvergne-Rhône-Alpes. Donc j'ai fait 2 mandats, ce qui a quand même duré 11 ans. Et le second mandat, c'était sous la présidence de Laurent Wauquiez. Donc c'était un peu plus dur. Dans une opposition frontale. D'accord. Donc je disais la beauté des titres de ces 2 essais, vraiment, voilà, c'est des titres qui en disent déjà énormément, mais on va évidemment creuser le sujet. Et puis, dans les 2 cas, mais au départ, je vous avouerai que je pensais qu'on allait pouvoir parler des 2, mais bon, je crois qu'on n'arrivera pas, parce qu'il y a tellement de choses dans les 2, qu'on va plutôt parler du dernier sorti. Et puis si Corinne le sent qu'elle a besoin de faire allusion au précédent, on le fera, mais j'ai déjà dû trancher pour pas poser toutes les questions qui me venaient. Parce que les 2 sont des livres extrêmement riches et variés, que ce soit au niveau du thème ou des styles qui sont utilisés. Donc j'ai pris le parti de, plutôt que de te poser des questions, d'introduire des questions par des extraits que je vais vous lire. Très bien. Et le premier extrait, c'est justement sur la forme et la variété des thèmes. Cette déambulation littéraire, politique et géographique navigue entre l'essai, le récit de voyage et le journal. Elle parle d'Inde et du Rojava, de romans, de prison et de broderie, de tropiques et de subsistance, de folie, de décroissance et de rêve. Des vaches et des écureuils tigrés s'y promènent en toute liberté, au milieu de réflexions sur l'activisme politique. Elle mélange allègrement les genres. J'espère qu'elle saura aussi brouiller les frontières. Donc cette première question, voilà, pourquoi c'est ce type d'ouvrage qui est pas très commun finalement. Souvent on est plutôt soit dans la fiction, soit dans les essais. Et là tu mélanges les 2 un petit peu, en tout cas tu mélanges les récits personnels avec des réflexions plus générales, politiques, philosophiques. Alors c'est vrai que c'était déjà le cas dans le premier, dans Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce. Et à vrai dire, c'est pas quelque chose de très prémédité. Je me suis pas dit, ah tiens, il y a un créneau à prendre, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'essais justement écrits comme ça. C'est vraiment la manière dont ça m'est venu et la manière dont ça me vient en non-fiction en fait. Probablement d'abord parce que je ne suis pas universitaire et que donc j'ai ni les capacités ni l'envie, je dois dire, d'écrire un essai ou des essais un peu académiques, vous voyez, avec beaucoup de références et puis tout un processus rigoureux de recherche bibliographique, de faire un plan bien séquencé. C'est pas ma formation, j'ai pas cette capacité-là. Pour le premier, j'avais essayé de rentrer dans ce moule-là et de faire un plan. Et au bout de 2 mois où je butais désespérément sur mon écran,
j'ai fini par me dire, en fait, je lâche l'idée de vouloir absolument avoir quelque chose de très structuré en amont. Et je me suis lancée dans l'écriture et c'est exactement ce qui s'est reproduit pour ce deuxième essai. En fait, à un moment donné, c'est Geneviève Brisac, je crois, qui parle des écrivains éponges. J'aime beaucoup cette image-là, parce que moi, j'ai vraiment l'impression, et notamment sur la partie plus essai de mon travail, que je me gonfle chaque jour, chaque minute presque, de plein d'observations, de tout ce que je lis, de tout ce que je vois, de tout ce que j'entends, des luttes locales auxquelles je participe, enfin voilà, de tout ce qui nous entoure en fait. Je me gonfle de tout ça et puis au bout d'un moment, c'est comme si c'était prêt à être pressé. Et par contre, je suis incapable de vraiment prévoir la manière dont dont ça va ressortir, quoi. Parce que ça ressort aussi, passer à la moulinette de mon analyse et puis de mes propres expériences effectivement personnelles. Et je crois que en tout cas, moi, je me sens à l'aise dans ce mélange-là. Et c'est aussi une grande liberté. Je disais, je ne suis pas universitaire, mais je n'ai pas non plus fait d'études littéraires. Donc, j'ai jamais appris à analyser un texte, à voir comment il était construit, etc. Et peut-être que ça, d'une certaine manière, ça donne aussi beaucoup de liberté pour écrire comme on en a envie, comme ça vient, plutôt que comme des codes littéraires ou académiques pourraient nous guider. Donc voilà, c'est comme ça que ça vient et c'est plus effectivement comme un fil de pensée, comme un flux de conscience. Les surréalistes qui écrivaient en flux de conscience, je crois que c'était plutôt en matière de poésie et de fiction, mais finalement le flux de conscience, pour les essais, ça fonctionne aussi, je trouve. Alors tu dis que tu n'as pas la possibilité d'écrire des essais avec plein de références, etc. Mais par contre, tu fais énormément de références notamment à des textes de fiction. Ouais. Alors derrière toi, ici, on a mis un petit peu des choses, mais en fait, j'avais essayé de faire une liste de tous les auteurs cités dans le livre. En fait, elle fait 3 pages, donc ils ne sont pas tous là, mais on en a mis certains qu'on avait en stock et puis qui nous plaisaient particulièrement aussi. On est toujours content de retrouver ça, mais du coup, ça amplifie encore la richesse du texte parce que toutes ces références, on a envie d'aller voir ce que c'est de plus près. Donc, par les citations que je vais te proposer, je vais aborder un certain nombre de thèmes que j'ai choisis, mais évidemment, tu es libre d'en aborder d'autres si tu le sens, parce que je ne répéterai jamais assez qu'il y a tellement de choses que j'avais commencé à surligner. En fait, je surlignais tout pratiquement, donc c'est un peu compliqué. Alors, le premier thème que je voudrais aborder, c'est il y a un passage où tu dis que le virtuel, l'imaginaire, les romans et les voyages, je cite, ont en commun de révéler notre insatiable besoin d'ailleurs, de fiction et de terrier. Et pour aller plus loin dans ce sens-là, je vous lis un petit extrait qui retrouve le même thème. Après, à d'autres moments, tu reviens beaucoup sur la fiction et les romans, c'est ça qui est aussi très intéressant, pas comme outil de prise de conscience aussi. Mais tu fais bien la distinction entre le virtuel et la fiction, et j'aimais bien ce que tu disais là-dessus, donc je voudrais voir si tu veux rebondir dessus. Notamment le virtuel. Alors, la multiplication de ces paravents numériques, on l'entend souvent, ruine la santé et les capacités cognitives. On sait moins qu'au rythme de consommation actuel, il pourrait ne nous rester que quelques décennies de numérique devant nous. À force de creuser, on voit se profiler le moment où les gisements seront soit à sec, soit non accessibles. Dès lors, une question devrait toutes et tous nous hanter et nous occuper quotidiennement. Que se passera-t-il quand les écrans s'éteindront ? Et plus loin, non, je ne le retrouve pas. J'ai cité aussi une phrase que tu dis, mais je n'ai pas retenu le passage parce qu'il était un peu trop long, mais où tu dis que le virtuel, contrairement à l'imaginaire, c'est une succursale de la réalité. Oui. Est-ce que tu peux approfondir ça ? Oui, c'était par rapport à ces mondes virtuels qui, à un moment donné, ont été dans la ligne de mire des gros opérateurs, les fameux GAFAM,
Alors c'est un peu moins le cas aujourd'hui parce qu'ils ont un peu déchanté d'un point de vue de rentabilité économique, mais à un moment donné, ces plurivers ont vraiment eu le vent en poupe et ils ont été investis en fait par des franchises commerciales qu'on retrouve dans les rues de toutes nos villes en termes d'enseignes de commerce. Il y a des banques qui ont ouvert dans ces mondes virtuels. Il y avait des candidats aux élections présidentielles qui avaient ouvert des antennes aussi dans ce monde virtuel. Et donc, en fait, je me pose la question dans ce passage-là, de dire, mais en fait, à quoi ça sert d'avoir un monde virtuel si c'est pour y remettre exactement tout ce qu'on a dans le monde réel, quoi, et de le recréer selon les mêmes règles capitalistiques, etc. Et donc voilà, donc c'était ça. Et donc, ce que je dis, c'est que effectivement, la différence avec l'imaginaire, c'est qu'on se retrouve bridé en fait exactement dans les mêmes codes, dans les mêmes injonctions, avec là aussi des monnaies virtuelles, des publicités virtuelles pour vous enjoindre à aller dépenser votre argent virtuel dans des boutiques virtuelles. Enfin, c'est juste en fait une succursale du monde réel, hein, ce qui est évidemment très très différent d'un monde imaginaire qu'on se crée en s'émancipant justement de ce dont on n'a plus envie dans le réel. Et c'est vraiment ça le point de départ en fait de cet essai, c'est cet ailleurs. C'est vraiment ce sentiment de ne pas être la seule à avoir régulièrement très envie de m'extraire du monde réel, de ses affres et de ses tourments et de toute la mocheté du monde pour aller voir ailleurs si on peut trouver quelque chose d'un petit peu plus chouette à faire. Et donc, c'est pour ça que je commence ce texte en essayant voilà, de recenser les différentes manières, les différents ailleurs auxquels on a accès. Celui-là est donc disqualifié pour les raisons que je viens d'évoquer. Et puis, tu en évoquais d'autres. Il y en a un qui n'était pas cité dans l'extrait que tu as lu, qui est la question aussi de la psychose, qui est un thème qui m'importe beaucoup, la question de la santé mentale et la question de la psychose. Certaines maladies mentales étant aussi des manières de s'extraire du monde réel et de se construire une réalité alternative, un autre monde dans lequel on puisse vivre en fait. Donc voilà, donc je commence par essayer d'explorer un peu tous ces ailleurs qui sont pour certains extérieurs à nous, des ailleurs qui peuvent être des ailleurs géographiques, mais qui pour beaucoup sont des ailleurs intérieurs pour voir s'il y a un peu de beauté à aller grappiller dans ces endroits-là. Oui, tu parles aussi des rêves à un moment. Les rêves, oui. L'accès à l'inconscient, qui est aussi pour moi une manière de s'extraire, enfin, de toute évidence, en tout cas pendant la vie nocturne, celle qu'on a pendant le sommeil, le rêve qui est la voie royale à l'inconscient, paraît-il. En tout cas, c'est un moment où la réalité se fait entendre d'une autre manière, ce moment des rêves et de la manière dont l'inconscient s'y exprime. Et c'est en réalité aussi un sujet très social et très politique aujourd'hui, puisque beaucoup de sociologues se sont penchés sur la question du rêve, de la qualité du sommeil. D'abord pour défaire les hypothèses freudiennes sur le fait que l'inconscient était forcément uniquement fabriqué d'intime et de singulier, et montrer qu'il y avait aussi des questions sociales, de conditions matérielles d'existence, de travail, hein, qui jouait beaucoup sur la formation de cet inconscient, qui a une part qui est collective, ou en tout cas influencée par des manières de vie collectives. Donc, des sociologues qui donc ont démonté ça et ont donné une dimension sociale au rêve, et puis qui ont aussi étudié le fait que la qualité du sommeil était de plus en plus dégradée, que voilà, les galères de la vie quotidienne, sous toutes leurs formes, faisaient qu'on dormait de moins en moins longtemps et de plus en plus mal, avec un accès à l'inconscient du coup qui est dégradé de par ce fait, et aussi
par le fait, et c'était aussi présent dans l'extrait que tu as lu, de l'omniprésence du numérique et des écrans qui, là aussi, viennent dégrader la qualité du sommeil. Et donc tout ça, en fait, c'est des facteurs qui viennent obturer ce petit conduit là qui est déjà un peu fragile de dialogue entre le conscient et l'inconscient. Et je pense que c'est je pense que c'est un vrai souci parce que, enfin voilà, je ne suis pas psychanalyste, je ne vais pas vous faire l'histoire de l'inconscient, mais on sait à quel point c'est important en fait d'avoir accès à ça. C'est Annie Lebrun qui a très bien écrit aussi là-dessus dans son livre sur le trop de réalité, le trop plein de réalité. Et comme ça nuisait à nos capacités de rêve, mais aussi d'accès aux sensibles, d'émerveillement. Et évidemment, si je cite Annie Lebrun, c'est déjà pour positionner ce propos très loin de la niaiserie et de la mièvrerie qui accompagnent parfois ces termes-là. Alors, tu différencies très nettement tout ce qu'on vient d'évoquer de la fiction. Et donc, je vous lis encore un passage. J'ai choisi aussi de faire ces citations pour vous faire entendre la richesse de la langue, parce que vraiment, je trouve que tu as tellement souvent des phrases ou même des expressions de quelques mots qui sont d'une justesse et d'une finesse extraordinaire. Donc, je voulais un peu partager ça avec vous. Donc, dans cet extrait, tu cites d'abord Descola et Pignocchi, qui ont écrit, alors on l'a plus évidemment, je l'ai cherché pour le mettre, mais on l'a plus, on l'a vendu hier ou avant-hier, Ethnographie des mondes à venir. Et Pignocchi dit la faculté de se projeter dans la peau de l'autre est au moins aussi utile que l'argumentation rationnelle objectivante. Donc c'est la fiction en tant que moyen de se décentrer et d'être en empathie avec d'autres personnages. Par l'imagination qu'il déploie et la projection qu'il facilite en tendant à la lectrice ou au lecteur des figures, des histoires et des émotions à saisir et faire siennes, le roman est bien une voie majeure pour se représenter le monde tel que composé par l'autre. Je fais un petit saut plus loin. Cette émancipation du réel et ce léger toucher de l'inconscient qu'offre le roman procure, quand on y parvient, un plaisir jubilatoire. C'est très touchant pour moi que tu choisisses cet extrait parce que je suis en ce moment en train de travailler sur un prochain roman qui est beaucoup parti de là en fait, qui est beaucoup parti de ses travaux notamment d'anthropologues sur ce qu'ils appellent les moments perspectivistes, c'est-à-dire des moments en fait où on change de perspective parce qu'on regarde à travers le regard d'un autre ou d'une autre. Et pour moi, c'est exactement ce que fait le roman, en fait. Enfin, je veux dire, quand on lit un roman, on voit le monde à travers le regard de ses personnages, et ça nous fait changer de perspective. Et quand c'est réussi, on en ressort un peu différent, quoi, en ayant un peu décadré son regard sur le monde, son rapport au monde. Et donc voilà, pour moi, c'est hyper intéressant de voir aussi les liens qu'on peut faire entre justement les sciences humaines et la fiction. C'est vrai qu'aujourd'hui, le monde éditorial, il fonctionne beaucoup par silo. Et c'est d'ailleurs, enfin, je sais que le premier, au début, on se disait, ah, mais en fait, personne ne va savoir où le mettre. C'est pas vraiment un essai, mais c'est pas du tout de la fiction non plus. Et moi, j'aime bien essayer de brouiller un peu ces frontières-là. Et je trouve que, en tout cas, quand on écrit des romans, quand on écrit de la fiction, je trouve qu'il y a dans les travaux des anthropologues, c'est une mine incroyable, en fait, de ressources. Parce que, en fait, tout d'un coup, l'imagination, elle est nourrie. Et elle est nourrie pas par d'autres imaginations, elle est nourrie par d'autres cultures, ce qui est encore plus puissant, quoi. Donc, voilà, sur cet apport de l'anthropologie à la fiction. Et un autre passage sur la fiction aussi, où tu dis que tu n'aimes pas les romans qui sont des faux romans, en fait, qui sont des essais cachés. Alors moi, je te rejoins beaucoup là-dessus, donc c'est pour ça que j'ai choisi aussi ce passage. J'aime pas du tout les romans historiques, par exemple, où on sent qu'en fait, c'est l'histoire qui compte, et puis on met des personnages dedans pour faire comme si c'était un roman. Et tu l'exprimes vraiment très bien.
en disant « Je déteste ce moment où m'apparaît que toute l'histoire n'était là que pour enrober une thèse et qu'on m'a fallacieusement vendu un tract pour un roman. » Il nous faut trouver de nouvelles manières littéraires susceptibles de percuter sans chercher à convaincre et déjouer le didactisme qui veut à tout prix expliquer et instruire. En littérature, c'est l'empathie qui amène à la réflexion et non l'inverse. Oui, c'est bon, moi, c'est aussi un thème qui me tient à cœur, mais aussi en tant que lectrice, comme je le dis là, quoi. Enfin, moi, je suis une grande lectrice de romans, assez peu finalement d'essais, je dois dire. Et c'est vrai que je suis beaucoup en quête de romans qui ont un apport politique sans avoir été façonnés par cet apport politique. Et je trouve que dans la production contemporaine qui s'essaye à faire du roman écologiste, du roman climatique, du roman je sais pas quoi, c'est encore très malhabile en fait, et très maladroit. Et du coup, moi je sens en tout cas souvent que voilà, l'auteur ou l'autrice a d'abord voulu produire un roman sur un sujet de société, et ensuite s'est demandé quelle était l'histoire qui allait pouvoir porter le message. Et en fait, en littérature, ça fonctionne pas comme ça. Donc, c'est vrai que moi, j'ai un peu résolu cette question en faisant des essais, en fait, quand j'ai besoin de dire un truc et de porter un message politique. Mais ça me permet, quand je suis en littérature et dans le roman, de ne pas me poser cette question-là, en fait. Quand j'écris un roman, je l'écris parce que il y a des personnages qui sont apparus, parce qu'il y a une intrigue, une situation, un paysage, enfin un élément en tout cas fictionnel qui est apparu, et jamais parce que j'ai un message politique à faire passer. Si j'ai un message politique à faire passer, j'écris un essai. De la même manière que, en tant que lectrice, si j'ai envie de lire une analyse sur la société contemporaine et les ravages du capitalisme, ben en fait, je ne vais pas le faire enfin, je vais pas aller vers la rubrique littérature pour ça. Et j'attends autre chose de la littérature. Et je le dis parce que j'ai l'impression qu'on est dans un moment où, comme on a un peu épuisé tous les recours, voilà, des personnalités politiques, des partis, des syndicats, qu'on ne sait plus vers où se tourner, j'ai l'impression qu'il commence à émerger l'idée qu'on pourrait remettre tout sur les épaules des auteurs et des autrices. Comme si eux allaient réussir là où tout le monde échoue, et que il fallait maintenant absolument, et c'est vrai de manière plus large dans le champ de la création artistique, culturelle, comme s'il fallait absolument toujours créer des choses politiques. Et je crois que c'est une erreur en fait. D'abord parce qu'on a, moi en tout cas, je ne vais pas parler pour tout le monde, mais moi j'ai jamais eu autant besoin en fait de création gratuite, désintéressée, non utilitariste, et de revendiquer le droit aussi à l'évasion, au divertissement, à pouvoir juste à un moment donné s'offrir 2 heures euh, hors du temps, hors du monde. Et ça peut se faire par un bon polar, enfin voilà, par un livre qui n'a pas forcément de message politique. Et deuxièmement, parce que en fait, je crois, je suis vraiment intimement persuadée que à partir du moment où l'autrice ou l'auteur est intimement percuté par ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit d'un point de vue environnemental, social, démocratique, tout ce que vous voulez, en fait, quoi qu'il ou elle écrive, ça se ressentira en fait. Même si le sujet, c'est pas le féminisme, ou même si le sujet, c'est pas le chômage, et même si le sujet, c'est pas le dérèglement climatique, en fait, le sujet peut être tout autre, mais il va y avoir un filtre naturel qui va en faire un roman engagé, si on veut absolument mettre une étiquette. Mais partir d'un message qu'on veut faire passer et l'enrober de littérature, j'ai vraiment pas l'impression pour l'instant que ça fonctionne très bien. Oui, c'est clair. Alors, il y a un autre aspect que je trouve très intéressant dans la façon dont tu parles, dont tu évoques la fiction. C'est le rapport au temps et au lieu qui sont nécessaires pour se retrouver, et le côté abri
que peut avoir un roman. Et donc, je vais vous lire quelques petits passages là-dessus. Un terrier, donc, est de la fiction. Nous avons toutes et tous besoin d'une cabane à soie dont la charpente serait faite de récits et de bois. Dans l'album Jeunesse ma vallée, que j'ai beaucoup lu à voix haute il y a des années, qui est là, Claude Ponty imagine un arbre-maison. Tout en haut, au niveau de la canopée, il y a placé une bibliothèque attenante à la chambre des étoiles. Peut-être y a-t-il là un espace où il devient possible de retisser l'humain à l'ensemble du vivant. Et puis un tout petit peu plus loin, on parle du lieu. Alors tu cites un extrait d'une lettre que tu as reçue d'une amie quand tu étais en Inde. Et tu reprends ces mots. Trouver un lieu où se relier et être capable d'abandon pour se redéfinir. La justesse de ces mots adressés au bon moment et reçus au bon endroit. Et encore un tout petit peu après, je fais mon miel d'un comptoir d'échoppe à thé, parfois d'un rebord de trottoir, d'une échappée en rickshaw ou à pied, pour peu que me soit donné le temps nécessaire pour sortir de l'ahurissement et d'installer des repères. Rester dans un lieu, c'est se permettre de découvrir des motifs récurrents dans le mouvement apparemment désordonné des rues. Donc sur ce thème d'avoir un lieu à soi, de rester quelque part, parce que tu parles aussi beaucoup de voyage dans ce texte, et sur le rapport lieu et temps, est-ce que tu veux développer ça ou parler un peu de ton voyage en Inde ou... Ouais, c'est un sujet très vaste et moi-même, je suis pas sûre d'être encore complètement au point sur cette question-là. En tout cas, ce que j'avais envie de partager là-dessus, c'est d'abord ce besoin dont je parlais tout à l'heure, à la fois de s'extraire, mais pas de s'extraire pour se balancer dans le vide, de s'extraire pour aller plutôt se pelotonner effectivement dans un abri, dans un terrier. Et il n'y a qu'à voir la floraison éditoriale sur les cabanes. Enfin voilà, je pense qu'il y a quand même un petit truc d'air du temps autour de cette idée, de ce que moi j'ai appelé terrier, mais d'abri, de refuge, de cabane, d'un endroit en tout cas, effectivement d'un endroit à soi, et puis d'un endroit qui abrite vraiment. Et donc voilà, donc il y avait ça d'une part, et en même temps il y avait ce souhait de... Enfin, pardon, je suis pas très claire. En fait, je vais en revenir un peu au sous-titre, ce sous-titre gymnastique des confins, parce qu'en fait c'est exactement ça. La gymnastique, enfin ce que j'ai essayé d'exprimer par cette expression un peu nébuleuse de gymnastique des confins, c'est exactement en fait tous ces va-et-vient, et notamment celui-ci, qui sont des va-et-vient un peu irréconciliables en fait entre à la fois s'extraire et s'ancrer quelque part, entre à la fois lutter et trouver le calme, entre à la fois être dans l'action et avoir des moments où on est dans la réflexion, entre l'envie de collectif et le besoin de moments de solitude choisis. C'est tous ces va-et-vient en fait que je trouve difficile à concilier aujourd'hui. Enfin, peut-être que ça l'a toujours été d'ailleurs, j'en sais rien. Mais en tout cas, qui sont difficiles à concilier. Et sur cette question du terrier, de l'ancrage dans un territoire et en même temps de l'envie de déplacement. Voilà, moi je suis vraiment une espèce de, je sais pas si je suis une nomade contrariée ou une sédentaire contrariée, mais en tout cas, je me sens les deux à la fois. Et alors, bon, naturellement, la contrainte, enfin les contraintes en tout cas qu'on s'impose soi-même en matière notamment climatique fait que la question du voyage est en passe d'être réglée parce que ça devient quand même de plus en plus compliqué d'assumer de prendre l'avion pour partir loin, surtout quand c'est juste pour répondre à un besoin d'aller voir ailleurs. Là, il se trouve que ce voyage en Inde était un voyage professionnel au départ, puisque j'ai été invitée par l'Institut français en Inde à participer à une délégation d'autrices et d'auteurs français qui était menée par Annie Ernaux pour participer à un festival international de littérature à New Delhi. Donc, je vous avoue que quand j'ai reçu l'invitation, j'ai quand même trouvé ça compliqué de refuser.
même si voilà, j'étais déjà très largement engagée sur le fait de plus faire de longs voyages. Et donc, le compromis que j'ai trouvé avec moi-même, c'était de dire, bah, par contre, je pars clairement pas en Inde pour quelques jours. Si j'y pars, j'y vais pour un temps plus conséquent et avec l'idée de revenir avec quelque chose de partageable. Et donc après la participation en délégation à ce festival, j'ai poursuivi, je suis restée un mois en tout. Et ça faisait donc 4 ans que mon premier essai était sorti, que je sentais une pression amicale pour qu'un deuxième paraisse, que j'y arrivais pas du tout. Parce que j'avais trouvé le refuge de la fiction et que de me recoltiner au réel me faisait pas du tout envie. Et tout d'un coup, le fait d'être ailleurs, et là pour le coup vraiment ailleurs, dans un ailleurs total, géographique, culturel, imaginaire, a, a de nouveau, enfin, a rendu le réel de nouveau intéressant en fait, ou attirant, ou malléable. Et donc, c'est ce qui a vraiment déclenché l'écriture de cet essai, et c'était pas du tout prévu. Euh, et c'est le moment, enfin, je vous disais tout à l'heure, l'éponge, le moment où elle est prête à être pressée, je pense que c'était la dernière petite goutte qui faisait que bah, tout ce que j'avais emmagasiné depuis 4 ans, depuis le premier essai, était prêt à ressortir sous cette forme un peu torsadée voilà, que tu évoquais au début. Alors, tu as déjà parlé de la littérature, de l'importance de la littérature, je ne vais pas y revenir, mais j'avais envie de vous lire un autre passage qui m'a paru très intéressant et assez nouveau finalement, où tu cites Épictète et où tu parles de stoïcisme militant. Donc Épictète énonçait « disposer au mieux de ce qui dépend de nous et user des autres choses comme elles sont ». Cela nous permettrait sans doute, collectivement, en distinguant ce sur quoi on a prise de ce qu'on ne maîtrise pas, d'orienter nos efforts avec davantage de finesse stratégique, en se mobilisant pour préserver et empêcher ce qui peut encore l'être, et en s'organisant pour anticiper et gérer l'inévitable dès maintenant. Ce stoïcisme militant permettrait peut-être aussi de retrouver un peu de raison. Les sentiments de déprise et d'impuissance face à des objectifs inatteignables, la frustration qui naît de l'échec et la déception sont rarement féconds. Et comme un peu l'objet quand même de cet essai, si j'ai bien compris, c'est aussi de nous redonner le courage de lutter en n'étant pas que dans la rage impuissante et en essayant de trouver de la beauté et de la joie dans le militantisme. Je trouvais que ce passage où tu reviens sur... parce qu'en fait, l'Épictète parle du calme stoïcien, et là, tu parles du stoïcisme militant. Non, c'est une notion, enfin, ça fait... Moi, je suis pas... Enfin, j'ai pas fait d'études de philosophie, je suis pas philosophe, donc je manie tout ça avec beaucoup d'humilité. Mais en tout cas, ça fait longtemps que j'ai l'intuition que les réseaux militants auraient à gagner à s'appliquer ces principes de stoïcisme. Et bon, enfin, je vais pas me paraphraser, tu viens de lire l'extrait, mais c'est une idée qui est assez délicate à manier parce que on peut vite tomber dans une forme de résignation, à dire bah, finalement tout ce qui nous dépasse, bah, du coup on s'en occupe pas parce que c'est d'autres qui s'en occupent et c'est pas à notre portée et du coup on s'en lave les mains et puis on arrête de lutter là-dessus, ce qui est évidemment pas du tout, le propos. Mais je pense qu'il y a vraiment, en tout cas, enfin voilà, que cette idée de stoïcisme militant peut vraiment dessiner un chemin entre, entre voilà, cette forme de résignation, de défaitisme, de se dire, bah, de toute manière, on n'y arrivera jamais, c'est trop mal parti, c'est des intérêts qui nous dépassent, etc. Et de l'autre côté, une tendance à la rage, à la colère, qui s'est pas mal développée quand même ces dernières années, qui peut avoir ses moments féconds, mais qui, pour moi, est quand même présente aussi le risque de s'auto-saborder en fait assez rapidement. C'est-à-dire qu'à être en permanence dans la rage et dans la colère,
J'ai peur qu'on ne tombe dans le ressentiment, qu'on ne s'épuise en fait dans cette rage et dans cette colère. Et c'est des Mm. choses qui empoisonnent au sens vraiment de la toxicité, quoi. Et donc, je trouve, enfin voilà, il y a une voie médiane à trouver entre la résignation et la colère rageuse. Moi, en tout cas, je ne fais pas partie des personnes qui pensent qu'il faut miser sur la colère. Je pense que la colère est trop souvent mauvaise conseillère. Elle est légitime très souvent, mais pour moi, ce n'est pas un moteur militant. C'est un ressenti, c'est un affect qui est légitime, mais je ne suis pas pour miser là-dessus et l'alimenter. Je ne crois vraiment pas que ce soit une bonne idée. Et donc, voilà, enfin, voilà, il y a cette idée de stoïcisme militant que je lance un peu comme une piste, et puis d'un point de vue très pragmatique, en fait, hein, et aussi une manière de dire que il y a il y a des illusions, en fait, dont il faut se défaire dans le militantisme. Quand je vois qu'il y a encore des organisations liées au mouvement pour le climat qui continuent à afficher un objectif de rester sous les plus 1,5 degrés, en fait, moi, ça fait des années que ça m'ulcère, en fait, de voir ça, quoi. Parce que pour moi, c'est se mentir à soi-même. Ou pire, mentir aux personnes qu'on essaye de faire venir dans le mouvement, quoi. Et je crois voilà, on a une obligation de lucidité par rapport à l'état du réel et qu'il faut repartir de l'état du réel tel qu'il est et pas tel qu'on souhaiterait qu'il soit si on veut être un peu efficace. Et donc ça veut dire se déprendre de certaines illusions, ça veut dire probablement aussi renoncer à certains combats ou à certains mots d'ordre, mais bon, dans leur livre là, qui vient de sortir, Les Soulèvements de la Terre, le livre qui s'appelle Première secousse, il l'explique très bien, en fait, ça. Le fait, par exemple, d'arrêter d'avoir comme mot d'ordre de sauver la planète, de renverser le capitalisme. Parce qu'en fait, c'est des choses qui nous écrasent, en fait, ces mots d'ordre. C'est tellement énorme que ça nous écrase. Et donc, comment on fait pour prendre ces gros blocs-là et puis les fendiller en petits morceaux, qui sont des morceaux dont on peut s'éprendre, qu'on peut saisir et sur lesquels on peut reprendre de la puissance d'agir, parce que sinon on ne fait que nourrir notre propre impuissance, nos propres défaites, et se fixer des objectifs qui sont inatteignables ou qui sont déjà de facto dépassés, genre les plus 1,5 degrés, c'est se condamner en fait à l'échec. Donc voilà, il y a tout ça un peu dans cette idée de stoïcisme militant. Merci. Il y a un autre aspect que tu évoques à plusieurs reprises et que je trouve très intéressant, c'est l'idée de faire un détour par le passé pour imaginer le futur. Et la première fois, enfin, une des premières fois que tu l'évoques dans le livre, c'est quand tu racontes assez en détail une partie de ton voyage en Inde où tu vas dans les Jawadu Hills, qui sont donc un endroit assez reculé et qui n'a pas été encore atteint vraiment par la civilisation, du moins pas trop, parce que tu dis aussi que c'est déjà presque trop tard. Bon. Et, euh, et tu parles donc de sobriété et d'autonomie, et je vais vous lire le passage qui me semble intéressant là-dessus, où tu décris donc cette société. Mais ce premier aperçu de ce que, faute de mieux, je qualifierais de société agraire et no-tech m'a marqué. On peut choisir d'y voir, selon sa sensibilité et sa culture politique, un reflet du passé dont le progrès nous aurait libérés, ou au contraire l'avenir d'une société post-capitaliste. Y projeter l'utopie d'un effondrement sans ruines industrielles ni legs toxiques, ou n'y voir qu'une horreur rétrograde. Je n'ignore pas ces débats. Mais on peut aussi, sans tomber dans la binarité modèle repoussoir, y voir à minima une source d'inspiration sur la manière dont nous pourrions vivre pour éviter l'ingérable et gérer l'inévitable. Donc ça revient un peu à ce que tu disais à l'instant. Et puis, il y a un passage où tu parles aussi plus précisément de la gymnastique des confins. De multiples travaux d'anthropologues, de spécialistes de l'histoire ou de philosophes s'attachent à montrer comment d'autres vivent ou ont vécu. Ils nous rappellent qu'on peut vivre autrement, qu'il est possible d'arracher les œillères
there is no alternative, il n'y a pas d'alternative néolibérale, et d'observer de toutes nos forces, d'expérimenter, d'aller puiser l'inspiration sous d'autres cieux, à d'autres époques, dans d'autres sociétés. Cette gymnastique des confins qui consiste à effectuer des allers-retours entre ici et ailleurs, entre hier et demain, est le meilleur moyen de ne pas rester enfermé dans nos cadres de pensée. Ça, je trouve ça vraiment très intéressant, cette façon que tu as à plusieurs reprises de nous faire voir qu'il y a des tas de possibilités bon, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, de faire des allers et retours entre le réel et l'imaginaire. Et puis il y a aussi une autre chose sur laquelle j'aurais bien voulu peut-être que tu réagisses, c'est sur la science-fiction, parce que pour le coup, la science-fiction, c'est un domaine, ou l'anticipation, c'est un domaine totalement d'imaginaire, et d'imaginaire dans le futur. Et tu expliques très bien que, alors il y a aussi un passage que je peux citer là-dessus, qu'en fait, il faudrait dépoussiérer cette science-fiction. Il est temps de dépoussiérer un certain genre de l'anticipation qui a longtemps reposé sur la toute-puissance, le transhumanisme et la conquête spatiale. Car même si de nombreux films et romans en ont depuis les années 50 souligné les dangers, nous sommes toujours englués dans ce sillage. Le nucléaire continue d'avoir ses adorateurs, les causes des zoonoses et le désastre écologique d'être ignorés, les héros sont encore trop souvent testostéronés et la figure du robot n'en finit plus d'alimenter les fantasmes du progrès. Nous avons besoin d'ailleurs culturel pour sortir de l'ornière et nous dérouter. Et tu parles aussi d'Ursula Le Guin, qui est une autrice de science-fiction qui est super intéressante et féministe. Oui. Donc, je ne sais pas si tu veux rebondir là-dessus pour en dire quelques mots de cette science-fiction qui est trop viriliste. Enfin, en fait, moi, je suis très étonnée de ça. Je suis très étonnée. Moi, je l'évoque aussi dans le livre. Vous avez peut-être entendu parler du fait que le ministère des Armées avait recruté des auteurs de science-fiction dans ce qui s'appelle la Red Team pour élaborer les scénarios, notamment j'allais dire de répression, mais je crois qu'eux parlent de force de l'ordre du futur, et donc des scénarios de conflit, donc d'arrivée en masse de migrants climatiques, de phase insurrectionnelle en ville, de rupture d'approvisionnement avec des émeutes de la faim, enfin voilà, ce genre de choses. Et en fait, donc il y a une partie des travaux qui sont évidemment pas publics, hein, mais il y a une partie publique, et en fait, quand vous allez sur leur site, c'est vraiment, en fait, on a l'impression d'être exactement dans la science-fiction des années 60, quoi. C'est-à-dire qu'on est encore sur des trucs de taxis volants, de drones, de soldats robots. Donc je trouve que d'abord, c'est quand même très étonnant que l'imaginaire du futur ait si peu évolué en 70 ans, alors qu'il s'est quand même passé 2-3 trucs dans le monde. Donc ça déjà pour moi c'est une source vraiment d'interrogation permanente. Et l'autre interrogation, c'est par rapport à un extrait que tu as lu tout à l'heure, c'est qu'on sait aujourd'hui que le numérique et le développement de toute cette technologie-là, notamment celle qui sert beaucoup aux armées, c'est très dépendant d'un certain nombre de ressources qui ne sont pas illimitées, notamment en matière de métaux. On commence à avoir des rapports de grosses sociétés d'assurance ou bancaires qui sont apparemment les seuls à s'inquiéter de ces questions-là, et pour cause, qui commencent à craindre des pénuries dans les quelques décennies, voire quelques années à venir sur certains de ces métaux. Et on continue à avoir un imaginaire de l'ASF qui parie sur le fait qu'il y aura des métaux pour développer des taxis volants, des drones et des Robocop pour les décennies à venir. Et je trouve ça très étonnant, en fait, que cette question-là, qui est un risque majeur, ou une chance majeure, mais en tout cas un risque vu l'état de la société actuelle, parce qu'aujourd'hui, si on coupe le numérique, il n'y a quand même pas grand-chose qui fonctionne tout seul, que ce soit tellement peu évoqué et tellement peu exploré. Et c'est chouette qu'on en parle là, parce que je suis en train de... Enfin, je viens en fait ce matin d'envoyer une nouvelle d'anticipation, je ne sais pas si j'ai le droit encore de le dire, mais un journal écolo en ligne quotidien
qui va lancer des nouvelles d'anticipation et qui m'en a commandé une et que j'ai bâti justement là-dessus. En disant, bon, bah voilà, j'arrête pas de critiquer les auteurs de SF, etc. Donc je me suis dit, bon, ok, qu'est-ce que ça donne une nouvelle d'anticipation où on n'est pas dans l'horreur du numérique, parce qu'en fait, il n'y a plus de numérique, parce que les écrans sont éteints, parce que la biodiversité aussi s'est éteinte. Et concrètement, qu'est-ce que ça pourrait donner, quoi. Et qu'est-ce que ça pourrait donner, pas que dans la dystopie. Qu'est-ce que ça pourrait aussi ouvrir de nouveau. Donc, voilà. C'était un chouette exercice. Ouais. Bon, c'est peut-être aussi parce que pendant très longtemps, les auteurs de SF étaient presque tous des hommes. Et que c'est en train de changer quand même. Ouais. Depuis pas très longtemps. Il y a toujours eu des femmes dans la SF, mais très peu. Et il y en a de plus en plus, et il y a de plus en plus de la SF qui prend en compte les questions féministes aussi. Oui. Et les questions écologiques, parce qu'elles vont ensemble, quoi. Oui, tout à fait. Ben oui, on est bientôt près de la fin quand même. Donc, il y a un autre thème que tu as pas vraiment évoqué, mais un peu. C'est le thème de faire sans attendre. Et tu cites notamment un livre que moi je trouve hyper important, qui est là d'ailleurs, La subsistance, de Maria Mies et Veronica Benholt-Thomsen. Et je vous lis un petit passage qui en parle. Alors. Je crois, comme le formulent ainsi Maria Mies et Veronica Benholt-Thomsen dans La subsistance, qu'il s'agit de faire sans attendre avec le déjà là, et de ne compter que sur nous-mêmes, ou, comme le disait David Graeber, de vivre comme si nous étions déjà libres, soit de mêler le préfiguratif, qui donne à voir dès maintenant ce à quoi pourrait ressembler l'avenir, et le performatif pour matérialiser ce que l'on veut voir advenir. Et justement, il y a un moment où tu parles de mêler les différents modes d'action, le performatif, le préfiguratif, l'offensif, le revendicatif. Ça, c'est vachement intéressant. Je ne sais pas si tu voudrais en dire un mot. Et tu dis aussi, alors faire ce qu'on peut et le faire de son mieux. Ce n'est pas la solution, il n'y a ni raccourci ni baguette magique à notre disposition. Mais quoi qu'il se produise dans le futur, cette voie du performatif et du préfiguratif, de la décroissance, de l'autonomie politique et matérielle, de la subsistance et de l'auto-organisation, réduit notre dépendance au système et tisse de précieux espaces de solidarité. C'est là que se reprend aussi la puissance d'agir. Et un tout petit peu plus loin, nous sommes de plus en plus nombreuses et nombreux à ne vouloir renoncer ni au pessimisme de la lucidité, ni à la puissance de la volonté, ni au secours de la beauté. C'est beau ça. Alors je ne sais pas si tu veux rebondir là-dessus ou si ça dit tout. C'est vrai que la dernière, enfin la fin du texte et peut-être la partie la plus politique au sens activiste et militant du terme, puisque voilà, après avoir exploré les ailleurs possibles et comment aller y trouver de la beauté, je m'intéresse à la fin du livre sur comment on fait pour plus avoir besoin de s'extraire du réel et donc modifier le réel pour qu'on ait envie de continuer à y vivre en fait. Et donc notamment par l'action politique, l'action collective et beaucoup par des mécanismes d'auto-organisation. Et donc là, pour ne pas répéter ce que j'avais déjà beaucoup dit quand même dans Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce, j'essaye d'apporter des nouvelles réflexions. Et c'est vrai que moi, tout ce qui est... enfin, tous les mouvements autour de la subsistance, et notamment en termes de perspective écoféministe, m'ont vraiment beaucoup appris ces derniers temps. L'émergence aussi... dans ces 4 années qui séparent les 2 essais de mouvements comme les soulèvements de la Terre m'ont énormément apporté et ont énormément apporté, je crois, à la société. De même que je suis très intéressée par ce qui se passe autour des chantiers reprises de savoir, sur le fait de réapprendre à faire des choses par soi-même, ce qui rejoint pour moi la question de l'autonomie politique et matérielle, mais ce qui rejoint aussi la question
de qu'est-ce qui se passe le jour où les écrans s'éteignent, parce qu'en fait, si on sait faire des choses que par le biais des applications et du numérique, le jour où on va avoir besoin de refaire par soi-même, ça va vraiment être compliqué. Voilà, moi j'ai été beaucoup influencée aussi par Terre et Liberté d'Aurélien Berland. Enfin voilà, je suis dans cette galaxie-là depuis 4 ans. Et donc, j'essaye dans cette dernière partie de synthétiser un peu l'état de ces réflexions et puis d'essayer de pousser le curseur un petit peu plus loin pour stimuler aussi enfin mettre au pot commun en fait des réflexions stratégiques et notamment sur la question effectivement du performatif. C'est vraiment ça peut-être l'angle saillant, en tout cas de ce que je voulais dérouler dans cet essai. C'est le fait de se poser la question en fait des actions qui ont pendant longtemps été celles de, de notre, ou en tout cas de ma famille politique, c'est-à-dire des actions plutôt visant à porter des revendications et pour porter ces revendications et établir un rapport de force permettant de remporter la victoire, qui visait à être le plus nombreux possible, au même endroit, au même moment, avec les mêmes mots d'ordre, les mêmes slogans, les mêmes revendications. Et je crois qu'on arrive aujourd'hui à une époque, pour tout un tas de raisons que je détaille dans le texte, où en fait cette manière-là d'imposer un rapport de force et d'essayer de porter des revendications ne fonctionne plus en fait. Et donc comment est-ce qu'on révise en fait nos modes d'action pour se dégager de cette culture du nombre et de la masse et pour aller vers des actions plus performatives. Par performative, j'entends des actions qui portent dans leur enfin, qui portent leurs revendications dans leur propre réalisation. Il y a un exemple que j'aime bien prendre parce que je le trouve assez éclairant. C'est un exemple qui est issu des quartiers nord de Marseille où des parents étaient excédés parce que ça faisait des semaines, des mois qu'ils demandaient à la mairie d'avoir un ralentisseur devant l'école primaire. Et rien ne se passait, rien ne se faisait. Et donc, au bout d'un moment, les parents ont fini par prendre des gros pots de peinture de sol et puis à peindre eux-mêmes des zébras au sol pour inciter les voitures à ralentir. Bah ça, voilà, pour moi, c'est vraiment l'illustration de la différence entre l'action revendicative et l'action performative. C'est-à-dire, au bout d'un moment, en fait, si juste on n'est pas entendu, on n'est pas écouté, on est réprimé et il ne se passe rien, bah en fait, on va faire soi-même, quoi. On va faire nous-mêmes en s'organisant. Alors évidemment, c'est pas possible sur tous les sujets, mais c'est possible sur pas mal de sujets dont on se rend compte que finalement, on a délégué la réalisation à l'institution, à l'État, à des organismes para-étatiques, alors que c'est des choses qui peuvent s'organiser collectivement à l'échelle locale ou à l'échelle nationale. Et on en a plein d'exemples qui ont émergé ou qui ont réémergé depuis le confinement, depuis la pandémie, et puis depuis l'émergence de nouveaux mouvements aussi sur les questions notamment de terre, d'eau, de savoir, etc. Je veux dire, il y a aujourd'hui des réseaux de ravitaillement des luttes, des cantines collectives qui sont capables d'assurer des repas pour des centaines, voire des milliers de personnes sur des rassemblements, des bases arrières, des comités juridiques, des caisses de solidarité. Enfin, c'est incroyable en fait ce qui est en train de se mettre en place là depuis 3-4 ans et qui prouve la force du collectif quand on s'organise et quand on s'organise sans demander la permission en fait. Et pour moi, ça c'est très très porteur d'envie quoi. J'ai pas envie de dire d'espoir parce que je trouve que en ce moment l'espoir pue un peu, mais en tout cas ça donne envie quoi. Ça donne envie parce que ça aussi, comme je disais tout à l'heure par rapport au soulèvement de la terre quoi, ça redonne de la puissance d'agir quoi. En fait, on arrive aujourd'hui à faire des choses avec peu de moyens, peu d'argent en tout cas, beaucoup de moyens humains mais peu d'argent, et de manière auto-organisée. Et moi, je trouve que c'est vraiment un des trucs les plus enthousiasmants quand on regarde autour de soi en ce moment, quoi.
Alors pour conclure, avant de vous donner la parole pour des questions si vous en avez, je vais vous lire juste l'avant-dernier paragraphe, pas le dernier mais l'avant-dernier. Dans une ère marquée par l'ambiguïté, passer en un éclair d'une humeur prime-sautière à la plus profonde des gravités n'est pas faire preuve d'inconsistance. Cultiver son esprit et regarder la catastrophe en face, sans y perdre toute légèreté, n'est pas de l'insouciance. Et se retirer de l'anormalité du monde pour mieux l'embrasser n'est pas une désertion. Ce va-et-vient, cette gymnastique des confins, est une des plus belles manières d'éviter le cynisme comme l'angélisme, et in fine de rester dignement humain. Je trouve ça, c'est une belle conclusion. Voilà. Merci. Je ne sais pas si tu veux dire quelques mots éventuellement de tes romans qui sont là, ou des autres livres, enfin je sais pas. Et puis sinon, si vous avez des questions, à vous la parole. Oui, à vous la parole. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est qu'on n'a fait qu'effleurer plein de choses qui sont soit beaucoup plus détaillées ou sur lesquelles Corinne revient à plusieurs reprises sous des angles un peu différents, soit des thèmes qu'on n'a pas du tout abordés parce qu'il y en avait trop. Moi, j'aurais une question qu'on n'a pas du tout mentionnée, mais ce que je sais que c'est quelque chose pour toi qui est extrêmement important, c'est le Rojava. Mm. Et il y a vraiment des craintes par rapport à d'éventuelles actions militaires de la Turquie dans cette zone. Enfin, c'est de pire en pire, des bombardements, etc. Ouais. Alors, je sais que tu es allé, je ne sais pas combien de fois, mais en tout cas plus qu'une fois. Donc, je ne sais pas si tu as envie de dire deux mots, parce que semble-t-il, enfin, je vois là, Oui. c'est aussi un peu Ouais. dans le livre. Bon, d'abord, pour tout le monde, le Rojava, c'est la zone du nord-est de la Syrie qui est un territoire à majorité kurde, hein, qui est le long de la frontière avec la Turquie, et qui a été beaucoup dans la coalition, qui a été beaucoup en première ligne dans les combats contre Daesh en Syrie. Et ce territoire, qui est un petit territoire au départ, hein, s'est déclaré de facto autonome du régime de Bachar el-Assad, s'est agrandi au fur et à mesure des victoires contre Daesh. Et donc aujourd'hui, c'est une grande zone qu'on appelle le nord-est syrien, qui est autonome donc, du régime syrien, qui est plus grand que la Belgique, avec des populations kurdes, mais aussi arabes, notamment au sud, vers Deir ez-Zor, et qui essaye de mettre en place en fait un fonctionnement d'auto-administration, donc sans État centralisé, en s'inspirant de principes notamment du confédéralisme démocratique, du municipalisme libertaire, des théories de Murray Bookchin, qui était un penseur états-unien sur ces questions-là. Et donc moi je m'y suis rendue à 3 reprises. Voilà, quand il y avait, à un moment en fait où il y avait, mais c'est encore le cas aujourd'hui, à la fois encore des cellules dormantes de Daesh et donc régulièrement des attaques ou des attentats suicides sur le territoire. Et en même temps, des menaces de plus en plus fortes qui pesaient de la part de l'État turc, qui se sont concrétisées, puisqu'aujourd'hui, il y a trois cantons, donc 3 zones qui sont occupées par la Turquie sur le territoire du nord-est syrien. Et quand je dis occupé, c'est avec le drapeau turc et l'enseignement fait en turc, etc. Ce qui est quand même en fait complètement incroyable quand on voit, bon, une fois de plus, on ne va pas rentrer dans les réactions internationales aux conflits, aux différents conflits, parce que là, on ne va pas s'en sortir. Mais voilà, et puis avec de plus en plus, effectivement, un durcissement de ces attaques de la part de la Turquie, qui le président Erdogan n'en a jamais fait mystère, hein, a pour volonté d'éradiquer en fait la zone de sa composante kurde, quoi. Et donc avec à la fois une guerre de l'eau, avec des barrages qui sont construits en amont en Turquie
et qui assèche une grande partie du territoire syrien et d'ailleurs du territoire irakien. Donc une guerre de l'eau, une guerre de la faim aussi, avec des silos qui sont incendiés, avec des assassinats ciblés de militantes et de militants kurdes par attaque de drones, et puis avec des bombardements et des menaces de plus en plus importantes de bombardements dans une zone qui ressemble déjà énormément à une zone effondrée, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un territoire où il y a très peu d'électricité, d'eau courante, où il y a des blocus intermittents qui font qu'il y a beaucoup de pénuries, en fait, de tout, en fait. Que ce soit sur le plan alimentaire, sur le plan des semences, en termes d'agriculture, ou que ce soit même sur le plan du pétrole raffiné, puisqu'il y a quelques puits de pétrole, mais pas d'infrastructure pour le raffiner. Donc avec une pollution absolument abominable, puisque c'est beaucoup de pétrole non raffiné qui est utilisé notamment pour les déplacements. Donc voilà, c'est en fait un territoire qui est très intéressant et très attachant, parce qu'en fait, il coche toutes les cases à la fois de la révolution et de l'auto-administration sans État, et avec une composante féministe très importante dans la révolution qui est menée. Donc quelque chose voilà, de très exaltant. Et en même temps, c'est un de ces nombreux territoires à travers le monde totalement sinistrés aujourd'hui, qu'on ignore beaucoup en Europe et en France, mais qui sont déjà des territoires effondrés et qui vivent déjà sans pétrole, sans eau, sans électricité, en rupture d'approvisionnement permanente, en situation de pénurie et de conflit armé. Ce qui est en gros à peu près toutes les cases quand on parle d'effondrement, quoi. Et donc voilà, je le dis, j'en parle dans le livre, et je le dis à un moment donné, en fait, autant le Rojava était un peu pour moi cette vision à la fois dystopique et révolutionnaire de l'effondrement, donc un truc un peu en... Et ce que j'ai vu en Inde et dans les Javadou Hills dont on parlait tout à l'heure, dans ce que je qualifiais de société agraire et no-tech, tout d'un coup, il m'a semblé, alors je dis il m'a semblé parce que voilà, j'y ai pas fait une étude de terrain approfondie ni rien, mais j'ai eu l'intuition qu'il y avait là peut-être quelque chose qui pouvait ressembler à un futur post-capitaliste, post-effondrement si on veut, qui soit pas dystopique justement, qui ressemble à la fois à des sociétés paysannes passées, mais en même temps pas complètement non plus, parce qu'en fait, on n'est pas dans le passé, on est bien dans les années 20 de ce siècle. Mais voilà, et donc dans le texte, je mets un peu en lien les deux, parce que en fait, je rééprouve ce que j'avais éprouvé au Rojava, de me dire, mais en fait, si ce que je suis en train de voir et de vivre là, si c'était non pas un pays en guerre, ou non pas une vision du passé, ou non pas je ne sais pas quoi, mais un de nos futurs possibles, en fait. Ça fait penser, justement, dans ce que vous dites, c'est qu'effectivement, le degré d'autonomie dans le Java avait été vraiment très très loin, quoi. L'idée un peu, je crois que j'avais acheté ici le bouquin à la forme commune sur ces territoires libérés. On a encore un peu cet espoir, par exemple, au Chiapas, c'est pareil, au Mexique. Et heureusement, pour l'instant, ils ne sont pas écrasés. Il y a des milliers d'écoles libres, de coopératives qui se sont constituées. Il reste heureusement encore des territoires qui arrivent. Et c'est vrai que le Rojava, c'est vraiment très, très dur, évidemment. Là, c'est la violence qui a parlé. Et Dieu sait qu'il y a encore des formes de résistance et que ils ont été très loin de l'autonomie, quoi, de leur territoire et des populations. Mais d'une certaine manière, moi, ce que j'aurais envie de dire aussi par rapport à ça, c'est qu'en fait, on a, nous, ici, les moyens d'aller 1 milliard de fois plus loin en termes d'autonomie, quoi. Parce que justement, on est dans des conditions tellement luxueuses par rapport au Rojava, quoi. On a tellement tout ce qu'il faut. Enfin, moi, vraiment, c'est aussi
parfois l'intérêt de ces voyages dans des territoires est très éprouvés, c'est que quand on revient, on se dit, mais en fait, on a tellement tout ce qu'il faut là. Enfin, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure quand je parlais des réseaux de ravitaillement des luttes et des cantines collectives, etc. hein, mais enfin, on aurait vraiment de quoi accomplir de grandes et belles choses, quoi. Et ça se fait quand même. Ça se fait. J'ai encore une question. Je vois le livre d'Arundhati Tiroy. Ouais. Tu as pu le rencontrer ou avoir une Ouais. relation parce que Ouais. ça, c'est quelqu'un qui a vraiment mêlé la littérature et le militantisme. Quand même. J'ai eu la très grande chance de rencontrer Arundhati Roy qui m'a reçue chez elle. Et c'était une rencontre assez inoubliable. Arundhati Roy, c'est une essayiste, romancière, journaliste indienne qui fait partie des rares à être encore en Inde. Elle vit à New Delhi. Je dis rare parce que vous n'êtes pas sans savoir que le pouvoir aujourd'hui entre les mains du président Modi est un pouvoir d'extrême droite et que Arundhati Roy n'a jamais mâché ses mots et n'a jamais fait mystère de ses engagements. Elle a fait beaucoup de reportages, notamment aux côtés des Naxalites, qui sont des peuples adivasis, donc autochtones, révolutionnaires. Et donc, elle a fait beaucoup de reportages à leur côté, beaucoup de reportages aussi au Cachemire. En fait, elle est allée dans tous les endroits dont le pouvoir n'avait pas envie d'entendre, enfin que ça s'ébruite en fait. Donc, elle a fait un gros travail de reportage, de rendre visible des choses, de porter, enfin de donner à entendre en tout cas des paroles, des populations, des personnes réprimées. Et elle a écrit beaucoup de textes de non-fiction, beaucoup d'essais, et puis deux romans magnifiques. Le Dieu des petits riens et Le ministère du bonheur suprême. Et donc à Delhi, en fait, j'ai eu la chance de pouvoir la rencontrer. Et c'est... Bon, voilà, c'est des grands... Enfin, bon, c'est à la fois symbolique, parce qu'en une heure, on n'a pas le temps de se raconter grand-chose. Et en même temps, c'est très fort parce que c'est toujours un truc assez incroyable de pénétrer dans l'intimité d'un personnage comme ça, qu'on a lu, qu'on a admiré, avec qui on a tremblé et pour qui on tremble encore. Et que c'est toujours intéressant enfin, en fait, Arundhati Roy, voilà, elle est incroyablement exactement comme je l'espérais, quoi. Enfin, voilà, j'ai été accueillie comme si on se connaissait depuis 30 ans, sur la table de sa cuisine, avec un thé et des bougies. Et puis, au bout d'une demi-heure, elle me montrait les photos de sa maison au Kerala et le petit monument, parce qu'elle a fait des études d'architecte, hein. Donc, le petit monument qu'elle a fait suite au décès de sa mère, qui est décédée récemment. Enfin, voilà, et tout ça en parlant de Narendra Modi, et d'Emmanuel Macron, enfin bon, c'était complètement extraordinaire, quoi. Absolument extraordinaire, et c'est chouette, en fait, quand les gens sont à la hauteur de ce qu'ils écrivent et de ce qu'ils donnent à voir, et là, c'était vraiment plus que le cas. Super. On va... Il y avait... Ah, pardon. Est-ce que je suis arrivée en retard? J'ai le souvenir que tu as été parmi les premières, sinon la première, à révéler cette aberration qui consiste à raser des forêts pour y installer des panneaux photovoltaïques. C'était dans un article peut-être pour Reporter à l'époque. Ouais, donc ça ça date. fait déjà quelques années. Ouais. Et il s'agissait d'un projet dans la Drôme. Ouais. Donc ici, dans notre territoire, donc de notre communauté de communes, on a des bagarres sur ce thème, hein, notamment dans la montagne de Lure. Ouais. Tu as dû suivre ça. Oui, j'avais participé à la petite vidéo de oui, soutien. Ça se développe malheureusement de cette manière qui est... Oui. Il ne s'agit pas de s'opposer bien sûr aux énergies renouvelables, mais là en l'occurrence, les forêts rasées pour y mettre des panneaux, c'est quand même assez absurde. Est-ce que c'est une question que tu continues à suivre, ou bien est-ce que dans la Drôme où tu habites, c'est aussi un sujet qui mobilise des collectifs localement?
Alors, je suis contente d'abord que quelqu'un se souvienne de cet article parce que... Il faut dire que j'ai aussi écrit sur la question. Ouais, d'accord. Parce que, on a échangé pas mal d'ailleurs. et c'est vrai que je me souviens qu'à l'époque, c'était quand même pas évident, quoi, parce que c'était... d'abord, enfin, pour moi, en tout cas, c'était un peu inédit. Du coup, je savais pas trop comment me positionner. En même temps, j'avais vraiment été interpellée par le collectif. Et donc, j'étais allée sur place, j'avais pas mal discuté avec plein de personnes, d'avis différents. Enfin, voilà, c'était pas évident de se faire un avis. Et puis il y avait toujours cette question. Enfin, c'était un moment où l'écologie avait quand même vraiment pas du tout le vent en poupe. Je veux dire encore beaucoup moins que maintenant. Et donc, c'était compliqué de taper sur le photovoltaïque. Enfin, et puis, comme toujours, moi, dans ces cas-là, je me dis, en fait, je dis les choses et puis les gens feront le tri là-dedans et puis se feront leur propre avis, quoi. En tout cas, moi, j'étais arrivée à la conclusion que c'était quand même juste complètement grotesque et aberrant. C'est pas un sujet que je suis particulièrement. Enfin, je suis pas experte voilà, des panneaux, enfin, de ces projets-là. Par contre, c'est vrai que je me déplace beaucoup un peu partout dans le pays maintenant, beaucoup avec mes livres et que, en fait, c'est à peu près partout, hein. Moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vais quelque part, il y a un collectif ou un projet, effectivement, qui correspond à ça. Et en fait, c'est malheureusement le temps que ça se soit développé, enfin que les premiers aient eu l'idée et qu'ils aient commencé à développer ça à l'échelle industrielle. Et en fait, maintenant que le créneau a été trouvé, mais de la même manière que on va bientôt en voir partout dans les champs, enfin, je pense que, enfin voilà, il y a tout un dispositif en fait industriel et d'aide de l'État qui s'est mis en place et qui s'est déployé et qui fait que maintenant c'est à peu près partout effectivement dans le pays, quoi. Ils sont bien cachés, souvent. Ouais. J'en ai encore vu aujourd'hui. Mais après, ils vont être de plus en plus visibles, hein. Après, juste pour modérer ce que je viens de dire, parce que je dis je suis pas spécialiste et tout, mais en fait, en vrai, pas besoin d'être spécialiste de grand chose pour aujourd'hui pour quand même saisir que ça n'a pas de sens, quoi. Surtout, enfin, raser des forêts, enfin, je veux dire, comment c'est possible, quoi. En fait, Ça a un sens économique, sûrement. Comment ? Ça a un sens économique, sûrement. Oui, ça a peut-être, enfin, ça a probablement un sens économique pour ceux qui le font. J'espère qu'ils sont pas quand même. Enfin, je veux imaginer qu'ils ont au moins cette forme d'intelligence qui est l'intelligence économique, parce que sinon vraiment il ne reste rien, les pauvres. Mais ce qui est fou, c'est que les pouvoirs publics laissent faire, en fait. C'est qu'une fois de plus, en fait, je veux dire qu'il y ait des rapaces, c'est une chose, mais qu'on les laisse faire et qu'on leur déploie le tapis rouge et qu'on arrange les dispositions légales pour que ce soit plus facile, c'est quand même incroyable. Enfin, je ne sais pas, vous avez suivi les dernières annonces, soi-disant, enfin, je trouvais ça fou, en fait, j'entendais à la radio, sans une once de critique, les annonces de Choose France, là. Ouais. Bon, déjà, Choose France, quoi. Ouais. En fait, c'est fou, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on nous présente comme étant des bonnes nouvelles, des entrepôts Amazon, des trucs complètement aberrants, quoi. Et c'est des moments où vraiment, on a l'impression de ne pas vivre dans le même monde, quoi. Qu'il y a un décalage, là, qui est en train de se faire, qui est vraiment en train de se creuser, qui devient vraiment flagrant et ultra critique, quoi. Plantons un million d'arbres. Oui. En fait, Oui, alors qu'il y a un petit peu plus un peu moins évidente au départ, quand même. Et au bout du compte, on rase des forêts Oui, qui valent le coup tout à pour fait. juste faire des plantations d'arbres. Ouais. Juste pour dire, cette semaine, il y a eu une nouvelle balade botano-voltaïque, on appelait ça, à 3 km de Sisteron. Et je vous recommande toutes et tous d'aller voir cette forêt qui, si on ne bouge pas, va être coupée pour un parc photovoltaïque. Ça s'appelle la forêt des Garduelles. C'est à 3 km de Sisteron. On tourne à gauche juste après le pont quand on va vers vers le Rhin, etc. Mais c'est une toute petite route et personne ne connaît cette route. Et c'est une forêt de 16 hectares, un peu comme un ongle. C'est un effleurement acide avec des châtaigniers, avec des merisiers. C'est vraiment assez exceptionnel.
Et c'est tellement près de Sisteron qu'à mon avis, on peut les battre. C'est dans le cadre des ADER, donc les zones. Et là, je pense que si on arrive à avoir assez de monde qui monte là-haut, on peut Il y a se des faire dates de prévues? Ah ben, ça va commencer en automne. Il ne coupe pas avant Non, non, mais l'automne. je parle de... Pour des actions. Non, il n'y en a pas. Il y a Mais il y rien avait, prévu, là. bon, je fais pub pour une émission à 9h30 samedi matin, si vous avez le temps. Et- Vous écoutez Radio Zinzine. Et il y a Gardarem, Gardouet. C'est une émission sur cette forêt qu'on a vue. Et Là, actuellement, il y a un chantier qui se fait à Cruis, Oui, oui. 2 km Ah oui. au-dessus de Cruis. oui, mais il y en a. J'ai eu affaire aux gars qui y travaillent parce que j'étais en camping-car et ils étaient embourbés, ils m'ont aidé à sortir de là. Ah ben, ils sont utiles, ces gens. Ils sont très gentils. Il y a un petit collectif dont j'oublie le nom qui nous a déposé une pétition, si vous voulez la signer, pour demander que le parc du Luberon renonce à déclasser une parcelle pour permettre qu'elle soit déboisée pour mettre du photovoltaïque. Donc, c'est-à-dire que c'est une parcelle qui est protégée. Qui est dans le parc actuellement. Ouais. Et le parc est en train de refaire sa charte, Et et tout le reste. Donc ça, c'est important. Toutes Ouais. les communes. Donc ça, si vous voulez signer Il y a cette une enquête, pétition. il y a une enquête publique actuellement Ouais. et tout le monde peut Ouais. y répondre. Hein. Avant Ouais. le 31 mai. C'est important hein, Ouais. parce que c'est dans le cadre de la révision de la charte du parc Ouais. C'est ça. qui est extrêmement faible sur la question des énergies notamment et du photovoltaïque Bah oui, oui. extrêmement modéré avec beaucoup de frustration parce qu'ils avaient lancé une sorte de conférence citoyenne sous la forme d'un conseil territorial avec des habitants des communes et notamment des communes du Piémont de Lure. Et on a bossé, on a vraiment essayé de travailler, faire des propositions. Ça a duré presque un an. Et au final, la charte qui sort est complètement dominée par les élus qui ont réduit totalement les ambitions. Et ça donne un truc. Voilà. Donc c'est très décevant de la part de la charte de Luberon en général, du parc. Quoi. Et quand même, qui annonce dans ses intentions la protection de la biodiversité et du vivant. Nous, on a des rallyes dans le Vercors. Hein. Oui, bah nous aussi, on a des trucs ici. Avant de peut-être boire un petit verre, si vous voulez, et d'échanger encore avec Corinne, peut-être tu peux présenter le livre que tu as apporté. Oui. Parce que c'est un livre qui n'est pas distribué en librairie, et du coup, c'est un objet assez particulier. Oui, c'est un objet un peu à part, puisque c'est un livre 45 tours, comme on n'en fait plus. Ah, pardon. Avec un vinyle à l'intérieur. Là, il y a une petite pochette avec un 45 tours. Et en fait, on a fait le choix de ne pas le diffuser en librairie pour qu'il reste à 15 €. Voilà, parce que sinon, ça nous faisait passer à des prix beaucoup plus importants. Et donc, c'est un projet qu'on a mené à plusieurs avec le label Archives de la Zone Mondiale, qui est le label punk en France, qui produit tous les groupes punk en France aujourd'hui. Et on a fait ça avec... donc moi, j'ai écrit les textes des 2 faces du vinyle et je les dis sur les 2 faces. Et je suis accompagnée à la musique par Masto, qui est l'ancien saxophoniste des Verruriers Noirs. Et le livre est illustré par une super plasticienne qui s'appelle Elisabeth Saint-Jalme, qui a fait tous les dessins à l'intérieur. Voilà, et donc on en a fait un tirage limité de 1000 exemplaires. Ils sont tous numérotés à la main. Et donc voilà, quand je viens en librairie, j'en profite pour en parler. Et il est donc là j'en ai quelques-uns, mais sinon il est en vente sur internet et vous pouvez aussi écouter les morceaux. Ils sont en libre écoute sur le site du label Archives de la Zone Mondiale. Voilà. Super. Merci beaucoup. Merci à vous. On va vous proposer un verre. Si vous voulez faire des dédicaces, je pense que tu es d'accord, Corinne. Bien sûr. Voilà, d'abord, je veux